Bon, alors bonsoir, en attendant la technique. Alors, je vais juste vous poser une petite question d'entrée de jeu. Que devient la neige quand elle fond? De l'eau, donc on a une majorité d'individus qui disent de l'eau. Et puis, il y a une toute petite minorité des individus qui répondraient plutôt le printemps. Eh bien, dites-vous qu'aujourd'hui, en répondant le printemps, vous êtes embauché chez Havas ou Publicis en tant que top créatif. Pourquoi? Parce que répondre de l'eau, c'est une réponse qui est quelque peu rationnelle. Donc j'ai choisi cette petite phrase, cette petite introduction pour finalement nourrir d'une certaine manière ou lancer, déclencher le débat sur l'importance des émotions versus la raison. Et en fait, on verra que cette dichotomie entre la raison et l'émotion, elle n'est pas si évidente que ça, et d'ailleurs elle est même fausse. Parce que ces deux éléments, ces deux dimensions interagissent continuellement. Et elles interagissent au service, et ça va être l'objet de ce soir, de cette présentation, au service du dirigeant. Donc j'ai fait, lors de mes recherches, des études sur les grands patrons français. Donc en gros, un peu comme on envoie des robots sur la Lune ou sur Mars pour détecter de l'eau, nous on a voulu trifouiller le cerveau des grands patrons et voir s'il y avait des traces infimes d'émotions dans leur prise de décision stratégique. Et au final, on n'a pas simplement repéré des traces infimes d'émotions, mais on a repéré des torrents d'émotions. Avec par exemple le PDG de Vinci, alors là c'est un extrême dans le continuum, qui lui croit dur comme fer dans la télépathie, etc., etc. Le PDG d'accord, qui avoue pleurer en conseil d'administration. Donc je reviendrai sur tout un tas d'anecdotes et également sur les découvertes de ces recherches qui étaient justement assez statistiques, quantitatives. Et avant de voir comment cette intelligence émotionnelle se met en action, c'est déjà essayer un petit peu de comprendre ce qu'on appelle intelligence émotionnelle. Si vous voulez, le quotient intellectuel, c'est se mettre au-dessus des autres. Le quotient émotionnel, qui est la mesure de l'intelligence émotionnelle, c'est se mettre au même niveau que les autres. Une seule lettre pour changer aujourd'hui la donne managériale. Alors l'intelligence émotionnelle, c'est une des nouvelles formes d'intelligence. Quand je dis nouvelle, elle a quand même déjà 20 ans, donc c'est, on va dire, une demoiselle, plutôt qu'une petite fille. Et cette intelligence émotionnelle, si vous voulez, on doit sa paternité à deux chercheurs qui s'appellent Peter Salovey à l'université de Yale et Jack Mayer à l'université du New Hampshire. Et ces deux personnes sont les deux personnes qui ont, on va dire, étudier cette intelligence émotionnelle de manière scientifique. Okay, donc ça, deux noms, si vous voulez crâner un jour lors d'un dîner, vous pourrez dire Peter Salovey et Jack Mayer sont les pères de l'intelligence émotionnelle. Donc là, je vais développer le modèle que eux-mêmes ont développé. Donc je vais essayer de vous le présenter. C'est un modèle qu'on appelle un modèle à 4 branches. Autrement dit, l'intelligence émotionnelle, ça va être 4 capacités mentales. Okay, la première de ces capacités, ça va être l'habileté à percevoir dans un environnement des informations émotionnelles et également à percevoir chez soi les émotions que l'on est à l'instant T en train de ressentir. Donc là, il y a des personnes qui sont plus capables que d'autres de détecter ces signaux émotionnels. Cette capacité-là, elle implique également l'expression d'une émotion assez juste. Quand je dis juste, c'est un petit peu au sens théâtral du terme. Je renvoie à la méthode Stanislavski, à ce genre de choses, c'est-à-dire que l'émotion doit correspondre finalement à l'instant, à la situation. On ne doit pas surjouer ces gammes émotionnelles, on ne doit pas les sous-jouer. Et bien là, vous avez certaines personnes qui sont plus habiles que d'autres pour pouvoir jouer ces gammes émotionnelles avec justesse. Alors, rapidement, un petit test. En fait, il existe 6 émotions de base que l'on retrouve chez tous les peuples, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, en passant par le Japon, la France, etc. Ces émotions sont la peur, la joie, le dégoût, la tristesse, la colère et la surprise. Notez quand même, j'ouvre une petite parenthèse, qu'une recherche très récente a révélé que les Asiatiques avaient du mal à discerner quelques émotions entre elles. Pourquoi? C'est tout simple, c'est parce qu'ils ne regardent que le haut du visage. Et en ne regardant que le haut du visage, vous vous privez d'une information émotionnelle assez importante, c'est le mouvement de la bouche. En gros, il y a votre front, il y a la zone nasale et la zone buccale. Tous ces signaux
vont exprimer une émotion lorsqu'on les combine. Donc il y a à chaque fois des combinaisons différentes pour une expression émotionnelle particulière. Alors essayez de faire rapidement ce test, vous verrez que c'est assez simple. En A, vous voyez quoi? De la colère. En B, voilà, donc là on a une hésitation. C, D, E, tristesse, et le F. Alors, réponse, on va dire qu'à peu près quand même 90% de la salle a réussi à trouver, à apposer la juste émotion sur le visage. Donc là, on pourrait très bien se dire, tiens, statistiquement, c'est le fruit du hasard. 90% de la salle, là, on est au-delà du hasard. Donc inconsciemment, de manière imperceptible, vous avez codifié ce visage humain et vous avez réussi à trouver l'émotion qui lui correspondait. Donc ça, c'est un premier signe. Alors là, on a pris des émotions assez simples à identifier, mais c'est un premier signe, finalement, de cette intelligence émotionnelle, capturer l'information émotionnelle. Alors une fois qu'on a repéré comment autrui se sent, ça peut être le collaborateur, le client, etc., il faut faire quelque chose de cette information. Et donc là, entre en scène la deuxième capacité de l'intelligence émotionnelle. Et cette deuxième capacité, ça va être la capacité d'assimiler les émotions dans la pensée. Autrement dit, de raisonner à partir d'une information émotionnelle. Alors vous me direz, tiens, c'est un petit peu bizarre, raisonner à partir d'une émotion. Je vais vous donner un exemple assez atypique. Cet exemple, c'est celui d'Alexis Lemaire, qui est un petit génie du calcul mental. Il a été capable de calculer en moins de 10 minutes la racine 13e d'un chiffre d'un nombre à je ne sais plus exactement combien, mais un très très grand nombre. Et il a été capable de le calculer en moins de 10 minutes. Il avait une chance sur 400 000 milliards de trouver la bonne réponse, et il l'a trouvée. Et lorsqu'on retrouve Alexis Lemaire dans la presse, lorsqu'on retrouve ses propos dans la presse, il ne va pas vous dire « Ok, j'ai fait une école d'informatique, ok, les mathématiques, ça me connaît un petit peu ». Pour expliquer sa performance, il va tout simplement dire qu'il s'est entraîné à finalement raisonner par l'émotion. Il a fait un truc tout simple. Je ne sais pas si vous avez eu ce prof de maths dans un passé lointain ou moins lointain pour certains, qui vous expliquait la différence entre le cosinus et le sinus. Je ne sais pas, quelqu'un l'a eu dans la salle, non? En gros, le bon prof de maths, il vous dit le cosinus c'est le gentil, le sinus c'est le méchant. Alexis Lemaire, il a fait exactement la même chose. Il a apposé sur les combinaisons de chiffres étant paires, il a apposé une connotation émotionnelle plaisante. Pourquoi? Parce que ça lui rappelait une réussite à un examen, l'anniversaire, la date d'anniversaire de sa maman, etc., etc. Et les combinaisons de chiffres impairs, il s'entraînait à ressentir une émotion déplaisante. Et en gros, en établissant ce système binaire, qu'on appelle valence, il est capable de mettre de l'ordre dans un corpus en apparence chaotique. Donc il est capable de trier très rapidement des combinaisons de chiffres. Voilà quelqu'un, c'est un exemple atypique, qui est capable de raisonner de manière entraînée à partir des émotions. Vous avez plein d'exemples dans la nature, comme notamment Daniel Tammet, qui est cet autiste savant qu'on appelle un synesthète, qui lui appose sur certaines images, sur certains mots, eh bien il va apposer une couleur ou alors une émotion. Et il dit, et c'est ça le message d'espoir également pour l'intelligence émotionnelle, qu'il est facile de reconfigurer d'une certaine manière son cerveau, d'entraîner son cerveau pour, si vous voulez, réussir à résoudre des choses incroyables. Daniel Tammet, qui est l'auteur de ce best-seller « Je suis né un jour bleu », est capable aujourd'hui de réciter pi jusqu'à la 22 millième décimale. Il est capable d'apprendre une dizaine de langues en simultané en utilisant cette méthode. Il est capable de retrouver en moins de 20 secondes le jour de la semaine de votre naissance. Donc il sait si vous êtes né un mardi, un jeudi, en très 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 peu de temps. Et ça, il le doit à nouveau à ce mécanisme émotionnel. Ensuite, vous avez une troisième capacité. Cette troisième capacité,
elle est de comprendre les émotions. Autrement dit ici, elle est d'essayer de comprendre la logique, la succession des états émotionnels. Il y a des individus doués de cette capacité qui vont être capables, d'une certaine manière, de prédire le futur émotionnel d'autrui. En identifiant, grâce à la capacité 1, dans quel état émotionnel vous êtes, ils vont être capables de dire, quelques minutes après ou quelques heures après, dans quel état émotionnel vous allez sans doute être. Donc il est capable, comme ça, de trouver différentes strates, différents stades émotionnels, de vous situer dans cette logique de succession de stades émotionnels, et finalement, suivant presque son bon vouloir, on le verra, c'est l'objet de la capacité 4, soit de vous emmener dans une direction, tiens, je veux le rendre furieux, donc je vais accélérer cette logique émotionnelle, ou alors je veux stopper cette cascade émotionnelle et j'essaye moi-même d'exprimer des émotions contraires qui vont venir corriger cette progression logique de l'état émotionnel d'autrui. Et puis, la dernière capacité, donc là vous voyez un petit peu cette logique-là, la dernière capacité, c'est la capacité à réguler ses propres émotions et également celles des autres. Et là, je vais vous parler d'une expérience qui est assez célèbre aujourd'hui et qui s'appelle l'expérience du marshmallow. Cette expérience, elle a eu lieu dans les années 60. Et elle a été répliquée depuis, vous pouvez d'ailleurs googler ce nom-là et vous allez voir qu'il y a tout un tas de scientifiques, de chercheurs qui ont tenté de répliquer cette expérience. Alors cette expérience, elle est un petit peu sadique. L'objet, on prenait des enfants de 4 ans qu'on plaçait dans des pièces isolées et on leur proposait une friandise. Et on leur disait, petit, c'est un peu le libre arbitre, avec des mots plus simples pour les petits. Tu peux manger cette friandise. Maintenant, là, tu as le droit, tu es totalement autorisé, c'est permis, tu peux le faire. Ou alors, là j'ai juste une petite course à faire, tu vas attendre, je reviens peut-être dans 30 minutes, 40 minutes. Mais si tu t'abstiens de manger la friandise, à mon retour, je t'en donne une de plus. À votre avis, qu'ont fait la majorité des petits-enfants de 4 ans, comme je l'aurais fait également, ils se sont précipités sur la friandise. Alors certains, à peine après que l'expérimentateur ait franchi la porte, d'autres, même pendant que l'expérimentateur leur expliquait l'expérience, et d'autres, quelques minutes après, mais ils ne se tenaient plus. Ils avaient du mal à réguler leur envie de manger cette friandise. Et le faible pourcentage d'enfants qui avaient réussi à s'abstenir, eh bien, eux avaient quelque chose de particulier. Parce qu'après, on avait décidé de suivre tous ces enfants, cette population d'enfants. Et on a remarqué, au collège, et puis également avant, en école primaire, que les enfants qui s'étaient abstenus de manger la friandise obtenaient les meilleurs résultats scolaires. Ces enfants-là étaient également les stars de la récré. Ils socialisaient beaucoup plus facilement avec les autres. Donc, avis aux mamans, aux futures mamans, faites l'expérience. Bon, après, à vous de voir, je vous laisse vous débrouiller avec ce résultat de recherche. Mais tout ça est de la régulation émotionnelle et tout ça montre un petit peu l'importance de cette dimension-là. Alors maintenant, on va voir comment cette intelligence émotionnelle, elle se met en action. Alors il y a des circonstances, des situations qui, on va dire, bouillonnent émotionnellement. C'est par exemple lorsque l'entreprise subit un raid hostile, lorsqu'il y a une fusion-acquisition, lorsqu'il y a une rupture de partenariat avec un client principal, lorsqu'il y a la mort du dirigeant, d'un membre du comité de direction, etc., etc. Donc nous, on a voulu voir, face à des situations critiques, donc en situation de crise, comment le dirigeant, le grand patron français, à la tête d'entreprise avec des chiffres d'affaires supérieurs à 1 milliard d'euros, était capable d'utiliser intelligemment ses émotions dans la communication. Et on a voulu ici déconstruire 2 mythes qui sont en place depuis bien trop longtemps. C'est le mythe du dirigeant froid, robotique. Si on en croit notre imaginaire partagé, je ne sais pas si vous pouvez me citer une représentation de dirigeant positive, que ce soit au stade d'enfant, dans les dessins animés, ou même dans la vie adulte, quand on regarde un film de science-fiction ou un film qui décrit la vie de tous les jours. Donc en gros, on a cette idée du PDG ladre asocial qui porterait une peau d'âne, qui le montre comme un souillon de la morale et comme un type calculateur froid. Donc on a voulu s'attaquer déjà à ce mythe. Et on a également voulu s'attaquer à cette population, parce que c'est une population qui est
rarement approché de près, qui est sous-étudié, en raison de la différence sociale entre le statut du chercheur et le susdit dirigeant. Et puis j'ai aussi également voulu contrer un livre qui a été écrit par un anthropologue qui s'appelle Nicolas Flamand, qui avait, si vous voulez, investigué des comités de direction, qu'il décrivait finalement comme des instances plates, il ne se passait pas grand-chose. Eh bien, pour avoir suivi pendant 4 ans des comités de direction du CAC 40, eh bien, je peux vous assurer que ça remue, et je choisis vraiment un terme assez léger pour le dire, d'un point de vue émotionnel, avec des prises de bec mémorables, des tensions très très fortes, et également des tensions qui restent et qui laissent des traces dans les relations managériales entre les membres du comité de direction. Alors, ça c'est une phrase que m'avait dite un dirigeant et qui me semble assez juste. Un manager émotionnellement hermétique voit les mêmes choses qu'un manager émotionnellement intelligent, sauf qu'il les voit en noir et blanc. Et nous sommes passés aujourd'hui au management haute définition. Regardez un petit peu outre-Atlantique ce qui se passe depuis le début des années 2000. En 2002, a été votée une loi par le Congrès américain. Et cette loi, elle s'appelle la loi Sarbanes-Oxley. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Et cette loi, il y a un petit alinéa qui précise que si le dirigeant affiche un style de leadership trop autoritaire, trop autocrate, eh bien, le conseil d'administration, le COMEX ou le directoire, suivant le type d'organisation à laquelle on a affaire, eh bien, a le droit de le virer. Sur la base de cette loi, on a viré Carly Fiorina d'HP. Sur la base de cette loi, on a boosté le limogeage de Michael Eisner, etc., etc. Les exemples ne manquent pas, Stony-Cifer, etc. Donc, je pense que dans quelques années, peut-être pas sous forme de loi, mais cette pression-là, elle sera de plus en plus prégnante au niveau des entreprises en Europe. Alors, je vous ai dit avant qu'on avait étudié 42 grands patrons. Qu'est-ce qu'on leur a fait, ces grands patrons ? En fait, on leur a soumis 3 tests d'intelligence émotionnelle. On leur a fait faire également une expérience, pour faire simple, psychologique. Et cette expérience était assez simple. C'était quoi ? C'était de décrire une situation de crise. Alors là, vous voyez Denis Rand, qui était à l'époque le PDG de Thales, qui gribouillait, qui prépare un speech. Donc ils étaient face à une situation critique, mais finalement routinière pour ces grands patrons. Donc c'était pas genre tout le comité de direction meurt dans un crash d'avion, etc. C'était une situation connue et la majorité d'entre eux avaient justement confirmé ce point. C'est routinier, on connaît, on sait faire. Par rapport à cette situation, qui est le fruit d'une étude préalable d'identification d'événements majeurs affectifs, eh bien on a demandé au PDG, aux différents présidents, de délivrer un speech à leur comité de direction. Un speech qu'on a enregistré au dictaphone numérique et qu'on a ensuite analysé par tout un tas de procédés statistiques. Et les conclusions, avant de voir les trucs, les conclusions de cette étude. On a remarqué, il me reste 5 minutes, j'y arriverai, je le promets, on a remarqué que, en fait, chez ces dirigeants, il y avait 2 familles. Il y avait les dirigeants émotionnellement intelligents et ceux qui ne l'étaient pas. Donc on s'est dit, tiens, on va s'intéresser aux 5% des dirigeants les plus émotionnellement intelligents, 5% des dirigeants les moins émotionnellement intelligents, parce que c'était la distribution statistique qu'on obtenait. Et là, figurez-vous qu'on a remarqué des choses assez particulières. Premièrement, donc là c'est des résultats statistiques, l'intelligence émotionnelle du dirigeant est corrélée à l'émotion qui est induite dans son speech. Pour faire simple, plus le dirigeant est émotionnellement intelligent, et plus il va chercher à exprimer, en période de crise, dans cette situation-là, des émotions positives. Et là, on a observé un phénomène, par le biais de tout un tas d'autres expériences, de contagion émotionnelle. Et ce qu'on remarque au final, c'est que le patron émotionnellement intelligent, en période de crise, va réussir à exprimer une émotion positive, qui va devenir contagieuse à tout le comité de direction, qui va la ressentir collectivement. Et tout ça va impacter, et mon collègue en parlera sur l'aspect cognitif, etc., mais tout ça va impacter ce qu'on appelle le sense-making collectif. Donc en gros, ils ont tous été capables, grâce au speech du dirigeant, d'interpréter ce qui se passait dans l'entreprise. Donc là, on avait une interprétation commune qui a permis, après,
de mettre en place des plans d'action cohésifs et cohérents avec une vitesse beaucoup plus rapide que la moyenne. Donc en gros, l'idée pour le dirigeant émotionnellement intelligent, c'est d'une part de diagnostiquer la situation, que tout le monde ait à peu près le même diagnostic. Imaginez différents médecins qui voudraient soigner quelqu'un et chacun apporte un diagnostic différent. Donc chacun va apporter également un remède différent. Donc l'idée, c'est de pouvoir soigner exactement le problème qui se pose à l'entreprise. Donc en faisant ça, en homogénéisant les états émotionnels, on arrive à accélérer la mise en action du comité de direction. Alors ils ont des trucs, ces patrons émotionnellement intelligents. Et on va voir quels sont ces trucs qu'on a à nouveau mesurés, quelquefois quantitativement, quelquefois qualitativement, et qui leur permettent d'être de très bons communicants. Vous l'aurez compris, il faut être émotionnellement intelligent. Le dirigeant émotionnellement intelligent, il fait un truc particulier. Lors de la première réunion du comité de direction, après la survenue de la crise, il fait quoi? Il n'utilise aucun slide. Aucun slide avec des chiffres, avec des graphiques, etc., etc. Il y a même un ancien membre du comité de direction de Total qui me disait, vous savez, le turnover chez Total, il est énorme. Alors, c'était il y a quelques années, s'il y a des gens de Total ici, on est passé à autre chose. Et lui me disait, on partait tous de ce comité de direction. Pourquoi? Parce que le discours du dirigeant était tellement sec que ça en faisait mal à la gorge. C'est comme de visiter un appartement et de simplement regarder les échéances. N'avoir rien à faire de comment il est aménagé, de la vue, etc., etc. Donc lui parlait de ça. Et en gros, il nous disait que dès qu'il y avait un problème dans l'entreprise, on avait le droit à 7 heures continues, non-stop, de slides. Et j'ai 1 minute pour finir, ça va aller vite. Le dirigeant non émotionnellement intelligent, vous l'aurez compris, lui, il utilise des slides et en plus, il crie sur ses employés. C'est peut-être le fruit du hasard, mais sachez que le dirigeant détecté comme étant le moins émotionnellement intelligent, par rapport à une situation de crise, certes, mais routinière, avait en moins de 30 secondes décidé de licencier son comité de direction. Bref. On a un résultat statistique qui est assez surprenant. On a remarqué que le dirigeant émotionnellement intelligent a un débit de parole très, très, très rapide. Et je vais même le quantifier, supérieur à 3,5 mots par seconde. Faites le test chez vous. Vous parlez pendant 1 minute, vous chronométrez, vous enregistrez, et à la fin, vous comptabilisez le nombre de mots que vous avez dit et vous divisez par 60. Et vous avez le nombre de mots par seconde. Si vous êtes au-dessus de 3,5 mots par seconde, en situation de crise, vous êtes un bon manager. Et on pourra en discuter par rapport à la communication politique, parce que tout ça est contre-intuitif. Quand on voit des discours politiques avec des discours léchés, arrêt sur ponctuation, syntaxe, lent, etc., et qui aujourd'hui ne créent plus l'adhésion. J'ai bientôt fini. Et vous avez certains dirigeants qui utilisent des fables. Et en France, il y a un truc un peu particulier, c'est qu'ils sont tous bloqués sur une fable, qui est la fable de la perdrix et du laboureur, de La Fontaine. Bon, c'est pas la plus connue, mais ils l'utilisent tous en début de speech, lorsqu'ils croisent ce type de situation. Autre chose, c'est de commencer son discours en situation de crise par quelque chose de positif. Revenir sur les réussites de l'entreprise avant d'aborder finalement ce qui ne va pas. Pourquoi? C'est le principe de la carte de crédit. Vous allez créditer votre compte d'un montant positif et après vous allez débiter en disant voilà les faits, les choses qui ne marchent pas. Donc vous partez de quelque chose de positif. Si vous faites l'inverse et vous partez finalement de quelque chose de négatif et que vous abordez qu'à la fin les réussites de l'entreprise, vous passerez du très négatif au un peu moins négatif. Vous voyez la différence? Enfin, utiliser l'humour, on pourra en parler après, il y a tout un tas d'études qui le montrent, on l'a vu également dans les situations de crise, que c'était une arme assez sympathique. Utiliser l'espace, tous les dirigeants émotionnellement intelligents se levaient de leur chaise et réduisaient ce qu'on appelle la distance de proxémie, donc la distance sociale entre les individus, avec les membres du comité de direction pour aller vers eux. Comment ça marche? Très rapidement, c'est un phénomène qu'on appelle la contagion émotionnelle. Ce phénomène, il vous dit que lorsque vous exprimez avec une intensité assez forte une émotion et que vous avez un statut social qui est assez élevé et donc qui confère un degré d'attention plus aigu, plus grand, vous avez toutes vos chances, vous augmentez vos chances finalement de transmettre l'émotion que vous exprimez à la personne qui vous écoute ou qui vous regarde ou
qui vous scrute, la gestuelle, etc., etc. Alors, en guise de résumé, et ce sera ma conclusion, voilà en gros ce qu'on a trouvé par rapport à un événement qui vient un petit peu tourbillonner d'un point de vue émotionnel le comité de direction, le mettre à l'envers, etc. Vous avez un dirigeant émotionnellement intelligent qui va être capable de faire un check-up de cette situation. Il va intégrer ensuite cette situation émotionnelle dans ses processus mentaux pour raisonner à partir de ces infos. Et en fonction de l'émotion qui forme ce qu'on appelle le climat émotionnel, il va faire quoi, le dirigeant émotionnellement intelligent? Il va essayer d'exprimer une émotion corrective qui va contaminer tout le comité de direction et qui va permettre l'accélération d'un plan d'action. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que vous êtes vous-même manager QE ou pas QE? La réponse, faites tout un tas de tests. Si vous voulez, après, lors du débat, je pourrais vous donner des adresses pour faire des tests. Pour conclure, une chose importante, je ne suis pas en train de kalachnikoffer le quotient intellectuel. Ce n'est pas du tout mon intention. Une entreprise qui serait managée uniquement à l'émotionnel, ce ne serait plus une entreprise, ce serait une foule. Une entreprise qui serait managée uniquement à l'analytique, ce ne serait pas une entreprise, ce serait Bienvenue à Gattaca, ce serait un mauvais film de science-fiction. Donc l'idée, c'est un juste équilibre des deux. QE sans QI n'est que ruine de l'âme, et QI sans QE n'est que ruine de l'esprit. Voilà, je terminerai sur ces quelques mots. Merci.